Bonjour à toutes et à tous, c'est vendredi, on regarde la cuisine, le restaurant sous l'angle de l'entrepreneuriat. Chef d'entreprise, vous le savez, c'est votre nouveau format pensé pour vous faire découvrir les visages, les histoires, les idées, les entreprises qui rendent si vivante, si vibrante notre gastronomie. Et je suis très heureux aujourd'hui car j'ai tendu le micro à quelqu'un dont je respecte infiniment le travail. Je suis allé rejoindre Florent Piard à la table des résistants. Les résistants, c'est aussi un comptoir, une épicerie, il va nous l'expliquer, mais c'est avant tout une somme de convictions, de valeurs et un parti pris assez simple sur le papier, pris par Florent donc et ses équipes, ne faire aucune concession. Alors sur quoi ? Sur leurs principes, sur la manière dont ils envisagent leurs produits et celles et ceux qui leur fournissent. Vous allez me dire que la mise en avant des producteurs, productrices, et heureusement, c'est un réflexe pour de plus en plus de tables, mais chez les résistants, on va un peu plus loin. On est allé les chercher, un à un, les producteurs. Ils sont plus de 150 et ils ont été choisis, eux aussi, pour leurs valeurs, leurs manières. Et finalement, le restaurant, il soutient aujourd'hui des fermes bâties sur des systèmes et des alternatives pas toujours standards, mais vertueuses. Ici, on se bat sur des sujets, vraiment. Sur la question des semences paysannes, des blés de pays par exemple, sur les races locales. C'est une table qu'on croit sortie de la ferme en fait. C'est finalement une assiette qui n'est pas là pour prendre la lumière. Le restaurant finalement, il vient en hommage au monde paysan, en soutien. Et c'est pas un discours, c'est pas une posture, c'est presque politique, car Florent et ses équipes mènent des recherches, soutiennent des producteurs, des projets. Et donc l'idée finalement, c'est de faire du restaurant non pas une finalité, mais un poumon pour les producteurs. Alors c'est extrêmement difficile d'aller ainsi radicalement de la terre à la cuisine, de tout penser ainsi. Imaginez les livraisons, tout ça, les cartes qui changent en fonction de ce qu'on trouve dans les cagettes, mais c'est ce que parviennent à faire ces résistants. Et je vais vous le dire, cette table, je la conseille toujours car elle vibre de cette énergie et la cuisine enchante le propos. Florent, il sera bientôt en live à Foodorama, le salon de l'entrepreneuriat food, les 16 et 17 mars prochains à Paris, salon dont chef est partenaire, pour justement parler de sa démarche et des valeurs de son entreprise. Ravi donc de vous faire découvrir ici l'aventure entrepreneuriale de Florent Piard. Je suis né à Charenton-le-Pont dans le 94 et j'ai grandi avec dans une famille surtout orientée dans le médico-social. Mon père a bossé dans tout un tas d'associations comme la FNARS, la Croix-Rouge, et ma mère a dirigé des CCAS, donc centres d'action sociale. Et voilà. Et puis du côté de mes grands-parents, de grands-parents résistants, et ce qui aura probablement un effet sur mon parcours. En tout cas, oui, c'est un bon qu'on retrouve. Ouais, voilà. Et du coup, j'ai passé le plus grande partie de mon temps petit avec mon grand-père et ma grand-mère paternelle. Et notamment en Normandie où je passais absolument toutes mes vacances dans l'Orne, à Ciral, pas loin d'Alençon, et avec mon grand-père qui était quelqu'un féru de bouffe et féru d'artisanat, qui a jamais mis les pieds dans un supermarché, et mais plus pour faire vivre l'artisanat plus que pour la nature de ce qu'ils mangeaient finalement. Ouais. Et donc moi j'ai grandi avec des fils de paysans finalement sur toute ma partie hors scolarité, et voilà, et je pense que ça explique aussi une partie de mon parcours. Et après là il y a un côté engagé. T'es en train de décrire un engagement quand tu parles de l'attitude de ton grand-père. C'est oui, déjà un truc, une culture que hop, c'est une petite graine qui se met à ce moment-là. Exactement. Et puis voilà, et puis la table restait quelque chose de fondamental aussi dans la famille, quoi. Et surtout avec mon grand-père paternel qui était quelqu'un tu vois, quand tu fais un grand repas familial, c'est le gars qui est toujours debout, en train de servir du vin à tout le monde, ouais. En train de faire des allers-retours à la cuisine avec ma grand-mère. C'est quelqu'un qui était dans l'extrême générosité, probablement un legs aussi de la guerre où il y avait eu où il manquait tout un tas de choses, et donc il était toujours inquiet du fait qu'on ne mange pas assez. C'était le type de grand-père qui, quand on n'avait plus faim, disait t'es malade, ouais. Et voilà. Ce qui a expliqué rapidement qu'on était bien portant aussi. Non, voilà. Et puis après, donc du coup, une scolarité à Paris, un bac économique et social, puis une classe préparatoire
C'est quoi la perspective à ce moment-là? Toi, t'as envie de quoi? Tu te vois, tu te projettes dans quoi? Si tu te projettes, parce que quand on est jeune, c'est pas toujours... Non, à vrai dire, en fait, je suis un élève moyen jusqu'au lycée. Après, je sais pas ce qui s'est passé. Je suis devenu un très bon élève en seconde. Et Alors puis, ça, c'est la première fois que j'entends ça. Genre, on ne sait pas d'où ça vient. non, mais... franchement, bah non, mais en fait, C'est je pas pense mal, que ça. j'ai fait un bon trimestre et finalement j'étais dans les premiers. Je me suis dit, ah bah en fait, C'est possible. entre guillemets pas réservé qu'au binoclard du premier rang. Et finalement, je me suis pris un peu au jeu et ça a marché. et ça a marché. Puis après, mais j'ai pas voulu faire S, ce qui était a priori la filière pour les gens qui avaient Qui des bonnes notes. réussissait, ouais, je vois l'idée. Et mais moi j'avais je sais pas, j'avais déjà un truc, je voulais faire sciences économiques et sociales et j'avais une super prof en seconde et je voulais persévérer là-dedans. Et puis après j'ai fait une classe préparatoire et puis après né de ça une sorte d'ambition un peu pas malsaine, mais une sorte d'ambition quoi, où bah voilà, classe préparatoire et puis après on veut la meilleure école et on fait un concours et machin et puis après dans l'école on veut avoir le job que tout le monde veut et c'est comme ça que je termine banquier d'affaires finalement. D'accord. En passant par quelle école, du coup? L'EDEC, pardon. Alors ça va durer combien de temps cette blague entre guillemets, parce que 4 ans là, et tu la demi, ouais, présentes 4 comme ans et une demi, espèce- 4 ans et demi, 4 ans et 4 ans et demi, 5 ans, ouais. Qu'est-ce Ouais. que tu découvres? Qu'est-ce que tu apprends là? Qu'est-ce que... Donc je pars à Londres parce que à l'époque 2010 en fait il y a pas beaucoup de boulot et je trouvais pas de place à Paris dans un pays où globalement les études conditionnent beaucoup de choses dans ce type de métier. Mhm. Et à cette époque-là, pour faire les métiers que je voulais faire, fallait vraiment avoir fait l'IX, Centrale, HEC, machin. Et j'avais pas fait ces écoles-là, donc j'ai fini par trouver un poste à Londres. Ma compagne est restée à Paris. Et donc pendant 1 an et demi, on vivait à distance comme ça. Et j'ai bossé vraiment très 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 dur, trop dur. Et finalement, j'ai réussi à me faire transférer à Paris au bout d'1 an et demi. Je travaillais sur les télécoms, fusion-acquisition en télécom. Et puis après, je suis rentré à Paris et j'ai continué à faire ça pendant 3 ans, aussi principalement télécom média. Et puis après, je me suis dit à 29 ans, 28-29 ans, merde, est-ce que je vais continuer à faire ça? Je bossais vraiment, je sais pas, 90-100 heures par semaine. Hein. C'était 9 heures, 2-3 heures du mat tous les jours, tous les week-ends. Une vie de merde, quoi. Et on gagnait bien sa vie, hein, mais, Ouais, mais bah, une vie oui. de merde. Oui. Et puis voilà. Et puis je me projetais pas dans, à part un de mes boss, tous les autres. Je me projetais pas dans leur vie, quoi. Et puis le petit boulot m'intéressait pas tant que ça. Et donc, j'ai réussi à avoir une rupture conventionnelle. Et il y a eu un moment où je me suis dit, pourquoi j'entreprendrais pas, quoi. Tu vois, je pensais avoir les qualités pour ça. Et Qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Qu'est-ce que tu apprends de ces années-là? Parce que 4 ans, mine de rien, Beaucoup c'est la- peu, mais là, l'investissement Non, que tu as ouais, mis, t'apprends. c'est quand même beaucoup d'expérience qui s'accumule, mine de rien, en une période comme ça. Et qu'est-ce qui te projette dans l'idée d'entreprendre? Alors ça, déjà, qu'est-ce que j'apprends? Pour le coup, j'apprends la rigueur, quoi. Clairement, c'est un métier où t'as besoin d'être extrêmement, extrêmement rigoureux. T'apprends à beaucoup travailler, mine de rien. Ouais. Euh, Donc organisation, endurance, organisation de ouf. Organisation. Ouais. T'as besoin de structurer tes idées, de prioriser. Et puis voilà. Et puis franchement, d'avoir une grosse capacité de travail, quoi. Ouais. T'as des trucs qui te restent encore de cette époque-là dans ta manière de t'organiser encore dans ton quotidien aujourd'hui, qui n'est plus exactement le même qu'à l'époque? Qu'est-ce que t'as gardé? Je pense justement ma capacité à être constamment en train d'essayer d'organiser au mieux mes idées pour perdre le moins de temps possible sur des choses pas essentielles, quoi. Mais genre concrètement quoi? Tu te fais des listes, tu te fais des trucs, Je tu suis te tout fais le des... temps en train de me faire des listes. Je suis tout le temps en train de me faire des listes, de revoir les priorités et d'essayer d'anticiper pour ne rien rater et pas passer à côté de quelque chose qui pourrait être embêtant, quoi. Tu utilises des outils en particulier non. pour ça, pour t'organiser? Franchement, c'est pathétique. Je me fais des brouillons sur mon Gmail. C'est pathétique. Mais j'ai jamais réussi les trucs, les scalos, les machins. Ah oui. Ouais, alors je suis un peu un grand-père en termes de digital. Je comprends. Moi, j'ai des formats j'ai des obsessions, tu sais, j'ai un format et un grammage de papier. Voilà.
Ça, c'est ma liste. Ouais, bah voilà, c'est la même chose, mais digital, quoi. Ouais. Donc, non, j'ai gardé ça, et puis malgré tout, la capacité de travail, quoi. Je veux dire, et je pense que ça expliquera après ce que j'ai fait, et puis pourquoi, en fait, c'est compliqué à reproduire, parce que ça fait 10 ans que, mine de rien, je bosse très très fort, et que même dans les phases de construction du projet, alors il y avait un truc que j'ai développé aussi, et qui fait aussi que je pense que ce qu'on a fait est un peu différent, c'est que même quand je bossais en banque, généralement, comme tout un tas de métiers de conseil, en fait, le but c'était de regarder les choses de manière assez superficielle, quoi. Tu avais tout un tas de secteurs que tu regardais, et puis tout un tas de business, et puis tu le regardais de manière superficielle. Et moi, en fait, c'était pas du tout mon truc. Moi, j'essayais de tout comprendre. Et donc, je bossais dans les télécoms. Ouais. En fait, j'avais besoin, et même pour moi, dans le conseil qu'on donnait aux clients, c'était important de savoir comment fonctionne à l'époque une borne 4G, alors qu'en fait, c'est pas du tout le fond du truc. Mais du coup, je regardais des bouquins et des bouquins de technique, de télécom, de machin. Alors en soi, voilà. Mais après, quand j'arrivais devant le client, en fait, j'étais beaucoup plus pertinent que beaucoup, parce que je comprenais son métier, en fait. Et en fait, je dis ça parce que quand j'ai commencé à aller de ferme en ferme, j'avais un peu la même approche, et donc j'essayais de comprendre les enjeux d'une ferme laitière, cette réalité là. Voilà, exactement. Et donc ça m'intéressait d'aller un peu dans la technique, quoi, et d'essayer de vraiment comprendre comment tout se structure, et comment t'arrives d'un champ, le choix d'une vache, jusqu'au fromage, ou au beurre, ou quel outil t'as besoin pour faire une carotte. Bon, voilà. Et donc ça m'a passionné, parce que du coup, t'as tellement de métiers agricoles qu'à chaque fois, tu déconstruis un peu tout pour essayer de tout comprendre, et du coup, tu parles pas d'égal à égal, mais t'as un vrai dialogue avec les gens avec qui que t'as en face, parce que t'es pas juste en balade à la ferme, quoi. T'essaies de comprendre leurs enjeux, et puis après de voir comment c'est un peu s'abriquer avec les tiens, et ce que t'essaies de développer, en l'occurrence des restaurants, une épicerie et tout, mais ça aurait pu être autre chose. Cette envie d'entreprendre, donc, pour reprendre le fil de cette banque d'affaires, avant d'en arriver justement à ce moment où tu vas aller parcourir les fermes, cette charnière, elle s'opère comment? Tu te dis, tiens, pourquoi pas moi? Au lieu d'observer, pourquoi pas faire? Au lieu de conseiller, pourquoi pas entreprendre? Ce questionnement, il évolue comment? Comment tu te projettes? Comment tu finis par trouver une perspective, une idée, une voie, un secteur? Ça se définit comment, ce temps-là? Je me dis que j'ai des copains en plus qui ont monté des boîtes, des boîtes qui marchaient plutôt pas mal. Et donc je me dis donc tu commences, tu réfléchis à tout un tas d'entreprises que tu pourrais créer et tout, et il y a quoi sur la table pour toi à ce moment-là? Des trucs très différents? Ouais, en fait, j'ai longtemps bossé sur un projet de distillerie à l'époque, tu vois. J'étais vachement sur les spiritueux, donc ça a toujours un lien un peu pas très éloigné, mais j'ai vachement bossé là-dessus. Mais j'ai beaucoup bossé sur des trucs autour de la bouffe, hein, pas trop en dehors. Et finalement, on réfléchit à tout un tas de sujets. Et puis moi, il se trouve que j'ai eu un processus de rupture conventionnelle qui a été un peu long. Donc j'ai été 4 mois au boulot sans vraiment travailler, quoi. Donc je réfléchissais à tout ça, mais quand j'ai quitté mon boulot en juin 2015, j'avais rien vraiment de concret en tête, quoi. À part le fait de dire, attends, c'est tout ce que je mangeais avec mon grand-père quand j'étais petit. Quand j'étais à Paris, je retrouvais pas du tout ça, et puis surtout pas au même prix. Et j'avais déjà conscience, t'avais déjà plusieurs crises agricoles depuis. Je me disais, t'as quand même des gens qui font des choses bien, qui sont pas du tout mis en valeur. Donc je vais peut-être juste aller voir si c'est possible de faire un lien un peu plus direct entre les producteurs et entre ceux la qui les campagne et la consomment. ville, finalement. Ouais. Et c'est 2015, donc c'est il y a même pas 10 ans. C'est il y a 10 ans. Ouais. Mais en fait, là aujourd'hui, les circuits courts, tout ça, ça paraît évident, mais il y a 10 ans, ça ne l'était pas tant que ça. Enfin, ça paraît évident. On en parle beaucoup. Oui. De là, enfin, que ce soit en une tout cas, réalité. Oui. voilà, on en parle plus qu'avant. Ouais. Et donc voilà, je fais une semaine en Normandie où je vais voir une dizaine de producteurs.
je trouve ça passionnant. Et finalement, je continue à aller de ferme en ferme. Et j'avais à l'époque, je sais, ça va pas très politiquement correct, mais bon, j'avais 2 ans de chômage, donc je prenais le temps d'aller au bout de mon truc. Et alors moi, tu sais, ouais. je fais une petite parenthèse pour ceux qui nous écoutent par rapport à ce que tu viens de dire et du politiquement qui n'est pas correct. Le chômage est une cotisation. Donc tu as 2 ans pour, en l'occurrence, entreprendre, faire vivre, créer des emplois, alimenter des producteurs, 2 ans que tu as mérité en travaillant parce que tu as cotisé. Donc non, mais au cas où quelqu'un trouverait ça politiquement pas correct. Non, mais voilà, ouais, en fait, puis c'était pas, ça a pas été oisif, quoi. On n'a pas l'impression. Non. et donc après, je suis allé de ferme en ferme et rapidement, en fait, le principal problème identifié, qui était le problème logistique, je l'ai levé assez rapidement. Et finalement, voilà, créer un restaurant me paraissait être ce qu'il y avait de plus évident pour mettre en lien la campagne et la ville. J'ai vite compris que le métier d'épicier était un métier très compliqué. Alors c'est intéressant si on s'arrête là-dessus justement sur ces trucs qui sont typiquement de l'ordre de l'organisation et de la projection entrepreneuriale. Tu te dis, je veux faire le lien entre la ville et la campagne. Ce qui est une idée assez générale et qui aurait pu prendre plusieurs formes, comme tu le dis, l'épicerie en étant une. Ou grossiste. Ouais, tout à fait. Tu te rends sur place et là, tu identifies un frein qui est un frein logistique. Donc, l'acheminement des produits. Oui, exactement. C'est quoi? Qu'est-ce qui manque à ce moment-là? Il manque juste quelqu'un pour faire les producteurs que tu rencontres, ils te disent quoi? Ils disent, moi, j'ai rien pour amener. Oui, exactement. Simplement. Il n'y a pas de solution. Et puis, tout de suite, c'est des transporteurs où il faut envoyer une palette, donc c'est tout de suite des volumes compliqués. Donc les producteurs, soit ils sont capables de fournir une grosse production pour passer par les transporteurs qui vont livrer en gros des gros volumes, soit il y a rien. Ouais, exactement. Et surtout le transporteur, il peut pas faire du petit colissage. Et c'était le début de Chronofresh. 2017, c'est la première année de Chronofresh, donc nous on l'a un peu utilisé au début, mais c'est une solution qui nous a un peu débrouillé au début parce que donc c'est les colissages de 0 à 30 kilos quoi. Ouais. Et puis les tarifs étaient pas ceux d'aujourd'hui, donc ça nous a un peu servi au départ à nous lancer. Mais donc c'est ce frein principal, et puis après finalement je rencontre plein de transporteurs et je trouve des solutions et je commence à définir le projet en ayant résolu finalement une bonne partie de cette équation logistique. Tu vas la résoudre cette équation, mais en créant tes propres moyens, ou là tu parles d'être allé rencontrer mes propres circuits logistiques quoi finalement. D'accord. Mais aussi en allant fouiller, en allant trouver des petits transporteurs régionaux. En faisant se parler des gens qui peut-être ne s'étaient pas tout simplement rencontrés. Non, exactement. T'as fait le lien. Exactement. Et là, tu te dis, du coup, il va falloir créer une finalité. La finalité, ce sera donc un restaurant. Ce sera un restaurant, exactement. Et après, je me dis, finalement, en allant de ferme en ferme, il y a tout un tas de dénominateurs communs par métier agricole qui m'intéressent. Et donc au global, on va dire que c'est des fermes qui sont dans ce qu'on appelle agriculture paysanne. Donc c'est des fermes quand même qui ont des petits volumes. Et sur tout un tas de métiers, en fait, ces fermes ont des contraintes importantes en termes de volume, en termes de conditionnement. Donc il faut que moi au départ, j'essaie de me dire écoute, on va prendre toutes leurs contraintes. Et puis on va essayer nous de s'adapter à ces contraintes. On va rien leur demander quand on va leur dire parce que j'allais de faire mon frère, me disait non mais c'est trop compliqué un restaurant, c'est trop compliqué. On a essayé, c'est trop compliqué. Et donc par exemple pour les animaux, c'est de dire on prend l'animal entier. Parce que eux, généralement, c'était beaucoup de ventes directes et donc ils avaient besoin d'un mix de tout un tas de morceaux. Ils pouvaient pas donner, je sais pas si tu fais du bœuf, ils peuvent pas donner que du bourguignon et que toi tu prennes toutes les côtes et etc. Tous les arrières quoi. Et voilà. Et donc du coup, il a fallu aussi que je trouve quelqu'un en cuisine d'assez fou pour me suivre et pour dire voilà, on va faire un restaurant et puis il va y avoir toutes ces contraintes là. Donc en fait, la situation de départ, t'as fait une sorte d'entonnoir, t'es parti de cette envie de lier, t'es parti de la campagne, t'es parti des contraintes des producteurs et in fine, c'est ça qui est... Et c'est comme ça que j'ai défini le restaurant. Voilà, le restaurant c'est défini, le brief de départ finalement c'est fait par cette réalité-là. Exactement. Quand on parle de circuit court et d'être au plus proche de l'agriculture paysanne, ici, et ça se sent, et j'invite les gens à venir justement le découvrir,
C'est vraiment ça. C'est de l'adaptation. Ouais, complètement. On a tout adapté au monde paysan. On n'est pas parti du restaurant qu'on voulait faire, on est parti de toutes les contraintes pour définir le restaurant. Et d'une autre contrainte qui était que moi, je me suis dès le départ pas destiné à être dans les restaurants. Enfin, dans le restaurant à l'époque. Tu t'es dit, moi, je ne ferais pas partie de... Faut qu'on trouve une équation économique où je suis pas au service ou en cuisine. Parce que déjà, j'avais identifié que c'était pas mon métier, quoi, en fait. Je respecte infiniment ces métiers-là et moi, j'ai pas été formé pour, c'est pas là qu'est ma valeur ajoutée, et voilà, et donc on ouvre un premier restaurant où bah voilà, moi je me suis pas payé pendant tout 4-5 ans, hein, un truc comme ça, hein, parce qu'avec un restaurant, il y avait pas les moyens de sortir un salaire pour quelqu'un qui était pas immédiatement productif, quoi. Bien sûr. Et c'est ce qui fait qu'on en a ouvert un deuxième pas trop longtemps après le premier, quoi, pour que je puisse aussi me sortir un salaire, quoi. Alors, avant qu'on parle de ça, si tu parles de ces producteurs que tu as rencontrés qui disaient c'est trop compliqué, toi petit à petit, est-ce que tu vas avoir du mal ou pas à leur dire en fait les gars, comptez sur moi je vais trouver des solutions pour que justement on puisse travailler ensemble. Mais c'est un peu comme beaucoup de choses quand t'entreprends, c'est t'en fais tomber un et les autres suivent, non? Ouais, t'as ça, mais t'as aussi tu vas plein de confiance alors que t'es quand même pas sûr que ça fonctionne, quoi. Je veux dire, est-ce que je referais le pari aujourd'hui? Enfin, j'étais un peu fou d'imaginer que ça puisse fonctionner, et ça a fonctionné, et ça aurait pas continué à exister sans la fantastique clientèle qu'on a, quoi. Parce qu'on a été bon et moins bon, hein. Parce qu'on crée un système qui n'existait pas, en fait. Et donc on continue à faire des trucs qui n'existent pas. Et donc ça implique parfois d'être plus ou moins bon, quoi. On a créé un restaurant où avec des gens, avec un mec qui était chef de partie au parc Hayat, Clément, je veux dire, on monte un restaurant de briquet de broc un peu avec un tout petit budget. On trouve ce local rue du Château d'Eau pour une bouchée de pain, un truc dont personne ne voulait, qui était un grossiste en vêtements qu'on transforme en restaurant. Est-ce qu'il y a des difficultés là? Parce que, ok, on a compris, tu vas en disant ça va marcher, les producteurs, finalement, tu vas regrouper des gens qui vont finir par te suivre parce que t'as confiance et que tu leur vends le truc en disant, laisse, je m'en occupe. Ouais. Tu trouves le chef facilement? Ouais, finalement, assez facilement, ouais. Un local, bon, il faut le transformer beaucoup. Faut le transformer beaucoup, de A à Z, quoi, hein, je veux dire. Pas d'extraction, rien du tout. Pas d'extraction, rien du tout. Et ça, vous allez tout faire. À l'abandon, et là, on va tout faire, et avec, à l'époque, notre budget global, c'était 300 000 €, quoi. Ce qui, aujourd'hui, c'est un restaurant qui fait 220 mètres carrés, ce qui est un tout petit, c'est un micro budget, quoi. Et tout le monde met la main à la pâte, et finalement, on arrive à sortir le restaurant dans des conditions un peu chaotiques, mais on arrive à le sortir. Et ça puis, te prend combien de temps entre le moment où tu te dis ok, je vais faire ce restaurant et le moment où vous allez commencer à le faire? Je me dis ça genre vers septembre 2015. Je trouve le local j'ai dû le trouver en mai ou juin 2016. On le signe en juillet et on commence les travaux hyper rapidement et on ouvre en janvier, hein. Comme ça, en fait, ça me paraît fou. On a tenu des délais assez dingues. Ouais. Et on ouvre en janvier 2017. Et ce budget que tu réunis, c'est quoi? C'est t'arrives à convaincre des banques ou enfin? C'est moi. Ça, tu sais faire pour le coup, amis normalement. Et une banque. Ouais. T'as le langage, t'as les codes, Ouais, alors en fait, c'est pas les mêmes codes quand même que la banque de détail, hein. Et j'ai toujours beaucoup de mal à lever de l'argent auprès des banques aujourd'hui, hein. Ah oui. Alors je suis arrivé très scolairement avec une presse de 200 pages, parce que c'est ce que je faisais quand j'étais banquier. Donc le banquier, dans le 15e à l'époque de la BNP m'a regardé en mode genre, qu'est-ce que c'est cet énergumène. Donc voilà, et ça a été ce que j'ai appris avec en ayant concrètement une entreprise, c'est quand même à simplifier les choses, simplifier ce que je fais, et aller à l'essentiel et être beaucoup plus efficace dans ce que je fais. Donc j'ai arrêté de faire des presses de 200 pages.
Donc voilà, 120 000 euros d'apport en tout, je crois, et puis après le reste en financement bancaire. Et voilà, et on ouvre et on espère que ça va fonctionner. Et on ouvre en fractionné parce qu'en fait on fait 2 services catastrophiques. Les 2 premiers services, enfin c'était le bordel. Si tu veux, on ouvrait à 19h et j'étais en train d'acheter des bols au BHV à 18h pour le velouté qu'on allait servir le soir, tu vois. Combien il y a de personnes à ce moment-là dans... Le restaurant est rempli dès le premier soir. Mais côté staff? On est 3 en salle et 3 en cuisine. Et toi, dès le premier soir, t'y es pas? Tu te mets pas dans ça? Si, moi j'ai fait le service pendant les 3 premiers mois. Ouais. D'accord. J'ai fait le service pendant les 2 ou 3 premiers mois. Donc 5-6 personnes. Ouais, 5-6 personnes. On ouvre parce qu'on a 2 étages du coup. On ouvre les 2 étages. On fait ça 2 jours et au bout de 2 jours, on se dit non, faut qu'on ferme le premier étage parce qu'on n'y arrive pas trop. Capable. On n'est pas capable. Et on reste comme ça pendant 2 mois et on est ouvert que le soir. Qu'est-ce qui marche pas dans ces trucs? Qu'est-ce qui marche pas? Trop de monde, on n'arrive pas à délivrer. On n'est pas professionnel du tout, tu vois. Je veux dire, j'ai constitué une équipe de gens en salle, en cuisine ils tenaient le choc parce que eux c'était leur métier. En salle, on était tous des amateurs, quoi. Et en cuisine, ils devaient être contents là. Ouais, mais bon, là pour le coup, il faut leur rendre hommage. Ils ont été d'un calme olympien. Et puis en fait, on avait une agence de presse à l'époque qui avait quand même bien fait son boulot et qui faisait que le restaurant a été rempli dès le début. Ouais. Et mais tu vois, par exemple, notre chauffage, le gars qui nous avait installé le chauffage, il a fait faillite en cours de chantier. On n'a pas eu le chauffage pendant les 10 premiers jours et on est en janvier. Et je me rappelle que mon attaché de presse de l'époque, qui était venu avec son mari, il faisait 15 dans le resto. Ah oui. C'était la honte. Ouais. Parfois j'ai l'impression qu'on a été un peu miraculé, mais par contre ce qui sortait était super et tout le monde était ravi et tout et le discours, parce que ce restaurant, c'est quand même la finalité d'un propos, d'une posture, d'une envie de défendre un discours. Est-ce que ce discours, donc de soutenir une agriculture paysanne, de partir depuis le travail des producteurs, évidemment tout le monde dit les cuisines ça part du produit, mais toi il y a aussi un autre engagement qui est aussi ceux et celles qui font ces produits-là et que tu soutiens. Est-ce que ce discours-là, il est très présent, il est très véhiculé dès le début? Est-ce que c'est quelque chose qu'on met en avant parce qu'on est quand même dans un endroit? On le met sur la carte, mais en fait, je t'avoue qu'on a toujours eu un peu de mal à communiquer là-dessus, parce que il y a tellement de trucs à gérer par ailleurs pour que la mécanique fonctionne, vu qu'elle est sensiblement plus compliquée qu'un restaurant standard. Que finalement le storytelling, non, tu vois, on n'a pas le temps. Non. On s'appelle les résistants, mais on peut répondre si... on fait les choses, tu vois, on essaie de faire les choses bien avant de communiquer dessus, ce qui est pas forcément hyper intelligent au niveau business, mais et par ailleurs, on est quand même... moi, je suis obsédé par le fait de ne faire aucun compromis, donc en fait, je passe beaucoup de temps à faire en sorte de ne pas en faire, et du coup, on a un site internet, on a des réseaux sociaux, sur le menu, on essaie d'exprimer tout un tas de choses sur le revers de la carte, et puis en salle, je veux dire, on présente le projet, on fait quand même des choses, Oui, il y a même eu un podcast, non? Je me trompe? Alors ça a été beaucoup plus tard. Ça a été beaucoup plus tard. Ouais. Justement parce que on a fait un podcast, justement parce que on n'a jamais vraiment réussi de mon point de vue, on n'a jamais vraiment réussi à embarquer la plupart de nos clients sur les sujets qui nous tiennent à cœur. Et puis j'ai finalement réalisé aussi que c'était pas forcément le lieu, tu vois, et que quelqu'un qui vient au restaurant, il a pas forcément envie que tu lui apprennes des choses sur les semences paysannes, mais que par contre ça peut être une clé d'entrée qui fait que tu viens manger, mais par contre après, quand tu reprends ta voiture, tu vas dans le métro, ton vélo, non, faut pas écouter quand on fait du vélo. non, mais tu vois que à travers un podcast bien produit, on arrive à parler de ces sujets. À aller un peu plus loin. Donc là, en quelques mois, quasiment 2 ans, tu passes de l'idée à la réalité. Ça part un peu comme l'albatros dans Bernard et Bianca. Là, moi j'aime bien cette image. On y va, mais bon, voilà. Tu t'adaptes, c'est grand, on va faire un peu plus petit, ou en tout cas on va condamner, on va faire peu de services. Ça va évoluer vers quoi? Déjà, il y a un nom.
Tu dis qu'à cette époque-là, on a autre chose à faire que communiquer et que raconter l'histoire et ce qui sous-tend les valeurs de ce restaurant. N'empêche, il y a un nom. Comment il vient ce nom? Pourquoi tu le choisis? Et en fait, tous les gens que j'allais voir, donc nous on défend vraiment des fermes qui sont sur des systèmes agricoles aujourd'hui dits alternatifs, et donc des gens qui pour beaucoup ont été un peu à rebours de ce qui se faisait, et notamment dans les années 60, 70, 80, et donc du coup le terme résister était ultra présent dans toutes les discussions que je pouvais avoir. Et il y a tout un tas d'histoires ou de gens pour lesquels j'ai un respect infini, qui ont vraiment mis leur vie entre parenthèses pour essayer de préserver un savoir-faire, une race locale, un système agricole, une vision du monde, quitte à socialement en pâtir beaucoup aussi. Et voilà, j'avais envie de leur rendre hommage, quoi, parce que j'avais une vraie, j'ai toujours une vraie, je dirais pas admiration, mais si, admiration. Mais ça, c'est quelque chose que tu as découvert en les rencontrant, ou c'est ton grand-père? Et c'est franchement, j'étais pas conscient. Tu sais, ça te, quand tu voyages comme ça et que tu te rends compte, moi ça a complètement changé ma vision des choses, ma vision politique, ma vision du monde, et je continue à apprendre, et c'est peut-être ça en fait qui me nourrit le plus et qui fait que je suis le plus heureux d'avoir changé de vie. Là, je rencontre des gens hyper diverses, quoi, et c'est hyper enrichissant. C'est hyper enrichissant. Et c'est fondamental dans mon expérience, et c'est ce qui fait aussi que le restaurant, il a une fonction qui va bien au-delà de sa fonction première. C'est aussi un outil qui nous permet après de nous engager dans tout un tas de projets associatifs, professionnels, pour essayer de redévelopper des filières, pour essayer de faire bouger les choses au niveau alimentaire, agricole, politique. Voilà, c'est un projet qui dépasse juste le fait d'être un restaurant, quoi. On va parler de la manière dont il se déploie, justement, mais pour continuer le fil de l'histoire, là on en est au step, où tu nous racontes que on prend l'eau parce que c'est compliqué, il faut répondre à tout le monde, il y a beaucoup de clients, il y a des amateurs en salle, des professionnels en cuisine, et puis on essaie de faire, c'est quoi le step d'après, une fois qu'on s'est dit, bon putain les gars, là on peut pas continuer comme ça, comment on resserre pour arriver à petit professionnaliser tout ça dans les premiers temps de l'ouverture des Résistants? Écoute, finalement c'est pas si court que ça, hein, je veux dire... moi c'est un secteur que je connaissais pas du tout et qui a quand même vachement ses codes, sa communauté, enfin c'est assez particulier, hein, et puis moi par ailleurs, au-delà des produits, j'arrive aussi avec une vision de l'entreprise qui est un peu différente, qui est enfin tu vois, il y a tout un tas d'abus, hein, dans notre secteur, notamment au niveau social. Ah oui. C'est-à-dire sur les heures, voilà. C'est presque dans la puis moi j'arrive, non, t'as un contrat 40 heures, tu fais 40 heures, quoi. Et voilà, et puis après moi c'est la première fois que j'avais une entreprise, que je gérais des gens, et parce que gérer des gens en banque d'affaires, c'est pas gérer des gens, hein, ils s'autogèrent, il y a pas de... Et donc tu veux être sympa avec tout le monde, tu vois, voilà, et puis tu te prends plein de portes et tout, et je dis pas qu'il faut pas être sympa, hein, attention, mais t'apprends aussi à être chef d'entreprise, quoi, et à parfois avoir des choix difficiles à faire, et ça j'ai mis un peu de temps à le comprendre quand même, hein. Je pense que j'ai bien mis 1 an et demi à m'ajuster, à me dire pour que l'entreprise fonctionne, il faut quand même que je sois exigeant, quoi. Ouais. Tu vois, Comment tu gères, par exemple, le différentiel que tu as entre la projection que tu te fais au début parce que tu ne connais pas et la réalité? Par exemple, sur les horaires. Quand toi, tu découvres que, en fait, 40 heures, ça ne tient pas. Que ce modèle-là, tel qu'il est pensé, ou en tout cas vécu, jusqu'à maintenant, il peut pas fonctionner. Est-ce que tu te dis, ok, les gars, moi, je définis mon système, en partant du principe qu'il fallait payer les heures faites. Donc on se débrouille pour faire ça. Voilà, j'ai pas envisagé de... Ouais, on y arrive. Ouais. De toute façon, j'ai pas envisagé de le faire autrement, quoi. Déjà parce que je suis relativement bon élève, donc je me verrais pas en fait tricher là-dessus. Enfin, si tu veux, Mais comment on fait, du coup?
Où est-ce que tu te récupères? Comment tu fais pour faire en sorte que soit les heures soient respectées, soit bien ou complètement rémunérées? Parce que il y a plein de restaurateurs, et pour le coup sans leur jeter la pierre, qui doivent ajuster une proposition qui crée un volume horaire, je sais pas, un nombre de couverts qui fait qu'il faut être disponible, et donc voilà, il y a tant de mise en place, il y a tant de trucs, il y a tant de services, et c'est injouable. Comment toi tu fais justement? Faut être capable de simplifier aussi ce que tu fais, quoi. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas d'opérations que tu peux faire en cuisine comme en salle que tu fais pas forcément. Et puis après, encore une fois, c'est une question d'exigence. C'est-à-dire que tu peux pas il faut que quand les gens sont là, ils soient au boulot, quoi. Tu peux pas avoir un monde où tes prix sont pas attractifs mais abordables, tu payes bien les paysans, t'as des bons produits, tu respectes les heures, et puis c'est le Club Med dans le resto. Donc si t'enlèves juste le Club Med, ça marche pour tout le reste, parce que déjà quand t'accumules le truc, tu payes bien les paysans. Ça marche, pas de souci. Et puis après il y a l'histoire du foncier, hein. C'est que moi, comme je te l'ai dit, je suis parti sur un projet où j'ai pas payé grand chose pour comparé à beaucoup, je me suis pas beaucoup endetté en fait. Et parce que c'est toujours pareil, hein. Si je fais le même projet et que je mets 2 millions d'euros sur la table, ça marche moins bien, hein. Donc on apprend aussi à être frugal sur la partie investissement, et à se dire que chaque euro qu'on met, faut qu'il ait une forme de rentabilité et qu'on dépense pas l'argent n'importe comment, quoi. C'est un peu le préalable. Mais ce qui est marrant, c'est que dans ce que tu décris, après, sinon, ça fonctionne très bien. Je veux dire, et moi, je connais pas beaucoup mes collègues et leur modèle économique, mais je me pose souvent la question quand même de savoir comment certains systèmes fonctionnent, parce que vu que ça fonctionne bien pour nous, alors qu'on a quand même beaucoup on se met quand même beaucoup de contraintes, quoi. Un restaurant qui s'en met beaucoup moins et qui fonctionne, je me dis, économiquement, ça doit être très très attrayant, quoi. Bon, voilà. Et puis mon ancien métier me sert quand même, parce que du coup, en termes de gestion, d'agilité avec les chiffres et tout, ça va bien, quoi. Et c'est un restaurant, c'est relativement simple à imaginer économiquement, quoi. Donc il y a très peu de choses à suivre finalement. Ce qui est intéressant, c'est que dans ta façon d'envisager la gestion, ou en tout cas le modèle économique, c'est un peu comme finalement l'initiative de ce projet, c'est que tu ne pars jamais du restaurant comme d'une finalité, mais ce sont les valeurs qui vont donner les contours à la fois de ton modèle et à la fois de tu veux que les gens soient comme ci comme ça, en fait on va faire et une carte et un truc qui va permettre de travailler comme ça. Mais je pense que mais tu sais, c'est pareil pour une ferme, hein. Moi les oui, mais dans la restauration, c'est pas toujours le cas. Non, souvent dans la restauration, on se dit, moi je veux un restaurant comme ça, je veux des nappes, je veux un menu, je veux un truc dégustation, je veux un machin. Ok, comment on fait? Toi, tu fais le truc inverse. Tu te dis, ok, nous on va payer les gens, il y aura des heures, et puis après tu vois et tu termines avec l'assiette. Tu peux jouer avec ça, quoi. Et l'assiette, c'est la fin. Ouais. Ce qui est pas toujours le cas. Oui. Et comment et puis comment tu fais après? Donc après, nous on a fait quand même pendant très longtemps, parce qu'après le système a évolué, mais pendant très longtemps on avait la carte qui changeait tous les midis et tous les soirs. Parce qu'en fait on n'avait pas le choix. On bossait avec Grégoire et Fabienne pour les légumes, donc on avait une ferme maraîchère. Après on recevait des carcasses entières. Donc Grégoire et Fabienne, ils nous envoyaient une palette avec ce qu'ils avaient dans le champ. Donc en fait c'était 100% adaptation, quoi. Et on a bossé comme ça. Il faut avoir une équipe en cuisine qui suive et qui se disent ok, on va faire avec. Et puis en salle pour traduire aussi le propos qui change chaque jour. Méga concurrence déloyale. Parce qu'en fait c'est pas le même métier. Faire ça, c'est pas du tout le même métier, en fait. T'es constamment dans l'adaptabilité, t'as aucun plat qui est abouti. Et tu peux pas aboutir un plat, parce qu'en fait, tu peux pas le tenir plus de 2 jours, dans le meilleur des cas. Donc ça t'implique d'être tout le temps dessus, Mais au début, c'est pas une volonté, encore une fois, c'est le modèle qui fait que vous en arrivez à ça. Non, ça n'a jamais été une volonté. Tu vois, alors à l'époque, on en faisait pas un argument de vente, mais on se gargarisait de ça un peu. En vrai, ça n'a aucun avantage. On préfère avoir des plats qu'on peut quand même répéter un peu et qu'on est capable d'aboutir, et la perspective finale, c'est quand même que chaque personne qui rentre au restaurant, elle ait la meilleure expérience possible, et ça a toujours été notre obsession. Et on n'a pas toujours été bon,
mais on n'a pas toujours été bon, pas parce qu'on négligeait les clients, mais parce qu'en fait, on essayait d'inventer un truc un peu différent et qu'on est aussi humain. Avec toutes les... et qu'il y a un moment quand en cuisine, bah t'as un gars qui va un peu moins bien parce qu'il a un truc perso et machin, il a pas comme Becky de se dire ce truc je l'ai fait 15 000 fois, je vais le refaire. Non. En fait, il est encore remis sur le grill ce jour-là. Et le développement de notre système, il permet aujourd'hui d'avoir des cartes qui sont quand même un poil plus fixes, quoi. Et si je veux être vraiment provocateur, moi, si j'ai une carte au mois, je suis ravi, hein. Ouais. Y a pas de problème, hein. Ouais. Mais le fait de faire la carte au mois, elle sera pas au détriment de tous les engagements que j'ai par ailleurs. C'est que j'aurais réussi à créer un système qui me permet de faire aucun compromis tout en faisant cette carte au mois. Tant après, que t'as pas validé ton truc auprès de tes producteurs. Et en fonction de ce que la cuisine et la salle ont envie de faire. Ouais. Il y a des cuisiniers qui vont dire, moi, ça m'emmerde de faire une carte au mois, donc ils font une carte. Enfin, moi, de toute façon, ils ont toute liberté de faire ce qu'ils veulent, en fait, hein. Le seul truc que je leur demande, c'est d'avoir un infini respect pour chaque client et que chaque personne qui passe le pas de la porte, on essaie de faire en sorte qu'il passe le meilleur moment possible, en fait. Et c'est ça l'obsession, en fait. Mais moi, j'ai aucune directive sur savoir qu'est-ce qu'il faut faire en cuisine. C'est pas mon métier. Tu vas mettre 1 an et demi à habiter ta position de patron, entre guillemets. Tu dis que la proposition d'un point de vue... Je suis tout le temps en train de la faire évoluer, d'ailleurs. Hein, je vais te dire, franchement, c'est en évolué. Enfin, je me suis tellement pris de claques depuis quasiment 10 ans que je fais aussi évoluer la manière dont j'envisage les choses, la manière avec qui j'ai envie de travailler ou pas travailler. C'est quoi les claques? Qu'est-ce qu'on prend comme claque quand on est patron? C'est quoi les steps par lesquels t'es passé, où tu t'es dit, ah oui, ça, boum, il faut que j'avance là-dessus, il faut que je change ça, il faut... en fait... Le premier, tu l'as dit, par exemple, qui est important, je pense, et où les gens peuvent se reconnaître, ceux qui entreprennent notamment, c'est la bonne distance à trouver par rapport aux salariés et à l'ambition humaine. Ça, c'est la première... Ouais. C'est trouver la bonne distance, être juste, savoir dire quand ça va et quand ça va pas, tu vois, pouvoir donner un retour constructif et être capable de se séparer de gens aussi. Ouais. Moi, j'avais beaucoup de mal au départ, j'avais l'impression d'être un enfoiré, quoi. Ouais. Alors qu'en fait, t'es pas fait pour travailler avec tout le monde et ça j'ai mis beaucoup de temps à l'accepter. Et donc moi le principal inconfort que tout ça m'a créé, c'est de passer des week-ends à ruminer, des soirées, des nuits à pas dormir parce qu'en fait je passais mon temps à compenser mon incapacité parfois à prendre des décisions un peu difficiles, quoi. Donc c'est ouais. Bah c'est le point le plus compliqué, je trouve, du métier, c'est d'avoir le bon savoir être juste dans la manière dont tu travailles avec les gens avec les autres, quoi. Ouais. Et moi j'ai une chance, franchement une chance folle, hein, surtout aujourd'hui, hein, je veux dire, je bosse avec tellement de gens qui sont passionnés par le projet, mais c'est aussi parce que on s'est trouvé, quoi. Ils viennent à toi parce que aussi tu défends et puis tes valeurs, elles commencent à résonner. Ouais. Mais après, il y a plein de gens qui sont venus chez nous et qui s'y sont pas du tout retrouvés, hein. Et qui de base se disaient, bah ouais, ça a l'air super et tout, et qui s'y sont pas du tout retrouvés, tu vois. Tu trouveras des gens qui vont dire, c'est nul, là. Non. Mais comme dans toute boîte, j'imagine. Oui. Parce qu'il y a aussi des moments où on n'a peut-être pas été assez bon pour accueillir les gens, tu vois. Parce qu'en fait, on a tellement de boulot, quoi. On essaie de faire en sorte que le truc, je sais pas comment te dire. Parfois, en fait, je pense que tu viens chez nous, tu te dis, c'est un peu le bordel. Mais en fait, c'est un bordel qui est vraiment ultra méga organisé, quoi. Et qu'il le sera encore plus dans les jours, les semaines, les mois qui viennent. On progresse, mais c'est genre super long à organiser.
La logistique, bon là il y a Armand qui est juste passé, qui gère la logistique chez nous. C'est maintenant il est à temps plein là-dessus. C'est un énorme sujet qui crée beaucoup de frottements, qui pour certains vont créer trop et vont créer un inconfort qui fait que qu'ils ont pas envie de bosser chez nous. Ouais. Oui, parce que ça crée des dépendances. Du coup, ça crée des dépendances, inerties, ça crée de l'incertitude. Donc il y a des gens qui ont une grosse faculté d'adaptation à l'incertitude. Ouais. En cuisine, il faut être accroché ici quand même. Faut se dire, parce que t'es en lien direct avec. En fait, le truc, c'est que nous, du coup, et je dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien, hein, mais j'essaie de parler honnêtement de ce qu'on fait. C'est pas une question d'heures en fait. Les heures, comme je te l'ai dit, je veux dire, on fait hyper attention à ça, mais ça demande beaucoup de réflexion, quoi. Ouais, c'est un état d'esprit, et puis il faut être cohérent, il faut être très cérébral avec tes faut valeurs. Vraiment être tout le temps. Oui, bien sûr, mais de toute façon, sinon il faut être impliqué là-dedans en se disant, ok, moi je veux bien ces contraintes parce que je souscris à ce discours, quoi. C'est un truc. Mais même si, encore une fois, je veux dire, on se repose pas là-dessus en se disant ça va toujours être comme ça. Ouais. On cherche tout le temps des solutions pour faire en sorte. Là, on a mis en place une nouvelle solution logistique pour simplifier les commandes et tout. Genre, on est tout le temps en train de se demander comment faire en sorte d'améliorer notre système et puis le confort de travail, notamment des gens en cuisine, quoi. Il va limiter falloir l'incertitude au maximum et tout, mais le zéro incertitude, le truc où il y a jamais la cagette qui se retrouve au mauvais endroit, machin. Ouais. Je veux dire, on est généralement on partage ces sujets pas avec des restaurateurs mais avec des épiciers parce que les restaurateurs font finalement assez peu de travail sur ces sujets agricoles, mais avec tout un tas d'épiciers comme la récolte avec qui on partage des sujets et tout. Le zéro erreur au niveau logistique, il n'existe pas. Un grossiste, il peut le tempérer, il peut le résoudre parce que du coup, il gère ce problème en interne. Nous qui travaillons directement avec les fermes, le zéro, même si moi je monte les palettes, il y aura forcément à un moment donné une erreur. Tu vois. Bien sûr. On va venir justement, il va falloir qu'on parle de ce système qui est le vôtre aujourd'hui pour voir un petit peu comment vous vous organisez. Mais si dans le fil de l'histoire, après cette première adresse, comment ça va évoluer? À partir de quand tu vas en ouvrir une deuxième? Comment on ouvre une deuxième adresse? En fait, par ailleurs, ça va aller vite quand même. Je pense que je suis encore au tout début, genre 2017. Je suis encore empoisonné par. Donc il y a deux choses. Il y a ce que je te disais. Il y a un moment, il faut ouvrir une deuxième adresse parce que malgré tout, je commence à me dire, il va bien falloir que je me paye un jour. Ouais. Et puis t'as aussi le truc où je suis quand même toujours un peu empoisonné socialement par le culte de la performance. Et je me dis, faut ouvrir. Et après cette deuxième adresse, je suis complètement sorti de ça, mais je m'étais mis une sorte de pression sur le fait de me dire il faut que j'ouvre une deuxième adresse, comme si j'allais faire une chaîne, alors que c'était pas du tout la perspective. Et voilà, donc et puis après le Gaëtan, le sous-chef, on voulait aussi le promouvoir, et je trouve qu'à cette époque-là, on fait beaucoup de travail sur les semences paysannes avec différents maraîchers, et donc on crée un restaurant. On se dit on va faire un restaurant autour de ce sujet des semences paysannes, et on crée l'avant-poste, et avec l'ambition un peu folle d'essayer de faire une sorte de restaurant d'application de nos recherches sur le sujet, et donc de dire on va faire une carte pas complètement végétale parce qu'on voulait pas s'enfermer dans cette case, ce qui était commercialement une bêtise. Et donc on va c'était une bêtise parce que ça aurait été plus simple d'envoyer un message clair et de dire on fait que ça. Bah ouais. Bon, après c'est pas forcément un parti pris qui réunit beaucoup de monde, mais bon, on est à Paris, ça aurait pu trouver son truc. Voilà, en tout cas ça aurait été plus facile à lire. C'était clair. Ça aurait été beaucoup plus facile à lire. Mais c'était pas notre envie, et donc bref, l'idée c'était de dire on avait 15 assiettes à partager, et pour chaque assiette on essaie de définir un plat en fonction d'une population végétale. Donc tu vas prendre on a 30 variétés de courgettes sur la saison de la courgette, on va essayer de faire 30 plats différents
chacun mettant en avant la singularité d'une population végétale. Donc quand on dit population végétale, donc là on est déjà dans un truc très complexe. Population végétale, ça va être donc une variété dans un climat, un sol fait par une personne dans une géographie quoi. Donc sur la carte, t'avais le nom de la variété et puis la nature du sol, t'avais tout un tas de détails et on définissait un plat en fonction de cette variété. Donc tu imagines le boulot de zinzin que c'était. Tout ça encore une fois avec des prix qui étaient pour moi finalement pas en cohérence avec le travail que c'était quoi. Oui. Tu vois, c'était pas assez cher. Il y avait trop de travail derrière de réflexion et tout. Et puis bon, le Covid est arrivé 6 mois plus tard et ça nous a mis un coup. Et puis surtout le projet a pas du tout été compris quoi. Ouais. Zéro compréhension quoi. C'était trop pointu. Ouais, trop pointu. Mais vous aviez trouvé un deuxième lieu là parce que il y avait un deuxième lieu à trouver. Ouais, du coup on l'a trouvé, on a ouvert en septembre 2019 avec ce concept-là. Et puis ça a bien marché pendant 6 mois, puis après il y a eu le Covid Et pourquoi tu dis que ça a pas été compris ? Bah parce que tous les médias qui ont écrit dessus ont pas du tout raconté ça en fait. Ah oui. Qu'est-ce qu'ils y ont vu ? Ils y ont vu les résultats en un peu plus végétarien. Ils ont simplifié un petit peu. Un tout petit peu. Après, moi, je leur en veux pas. Enfin, je veux dire, c'est nous aussi qui avons pas été forcément très clairs, je pense, tu vois. Et puis, encore une fois, c'est un sujet ultra méga niche. Après, voilà, le journaliste se retrouve parfois entre l'audience et l'émetteur, et de fait, il se dit lui-même qu'il doit être c'est pas forcément dans la simplification. Bien sûr. Des journalistes, mais parfois, on a un peu, c'est compliqué. C'est nous. Je veux dire, on a voulu faire un truc qui était beaucoup trop pointu, quoi. Ouais. Et donc le Covid vous met sur pause. Le Covid nous met sur pause, et puis après la rentrée du Covid est super compliquée. Et finalement, ce restaurant-là végète un peu jusqu'à il y a 1 an et demi, et jusqu'à l'arrivée de Maurizio, et 2 ans maintenant. Et voilà. Et puis après 2022, donc 2021, on reprend le Covid, et puis 2022, on a opportunité. On n'avait pas forcément prévu d'ouvrir d'autres trucs, et on a l'opportunité de reprendre 2 locaux coup sur coup dans la rue du Château d'Eau, juste à côté du premier restaurant, et donc on fait le comptoir et l'épicerie. Et en fait, le Covid nous permet de réfléchir quand même à tout ce qui est distribution alimentaire. Et puis moi, dans le même temps, je rencontre pas mal d'épiciers. Et puis je commence à me dire qu'avoir une épicerie, certes, ça va pas être économiquement hyper attrayant, mais ça peut vous solutionner ça va nous trucs. Permettre de solutionner beaucoup de choses, et notamment au niveau logistique. Et c'est pareil, je pars dans le truc un peu bien en tête, sans me rendre compte de ce que ça impliquait. Et donc on ouvre le comptoir en mai 2022 et l'épicerie en juin 2022. Alors l'épicerie, on imagine l'idée. Le comptoir, c'est quoi l'idée ? L'idée, c'était, on voulait faire un lieu un peu plus festif que ce qu'on faisait. Puis, on vient boire des coups, des petites assiettes. Déjà, ça on en a pas du tout parlé, mais déjà j'ai été pas mal piqué par le vin, et donc ça me plaisait de faire un lieu aussi où on avait une carte des vins plus construite, et on avait les moyens pour le coup de se payer un sommelier et de faire un truc un peu plus abouti sur le vin. D'accord. Avec des petites assiettes à manger, enfin comme ça. Mais moi, c'est moins le propos. On est plus sur un endroit d'ambiance. Non, mais ici, il y a toujours le propos, parce que l'approvisionnement est le même. Et oui, bien sûr. Non, mais je veux dire, on est moins centré sur l'assiette. On est sur une ambiance, on est sur le vin, exactement. On est sur un peu plus de légèreté aussi dans l'atmosphère. Mais finalement, c'est un peu comme ici. On a du mal à faire des trucs ultra simple dans l'assiette et tout, donc finalement au comptoir il y a quand même une cuisine relativement élaborée pour des assiettes à partager, avec une super équipe. Pour le coup, c'est un restaurant qui a tout de suite bien marché, et tout de suite surtout une équipe qui s'est tout de suite investie dans le lieu, et je les remercierai jamais assez, parce que avoir un lieu comme ça qui est aussi simple à gérer, c'est un luxe pas possible en fait. Et c'est ce que j'essaie aujourd'hui, je digresse un peu, mais c'est ce que j'essaie de trouver aujourd'hui, c'est des gens comme justement comme Marc Hippolyte, Céline, Elliot et Louise qui sont au comptoir, ou
Maurizio ici à la table, c'est des gens et j'en oublie, je vais pas tous les citer, Armand, Arthur et tout, mais c'est des gens qui sont dans le restaurant comme si c'était leur en fait. Ouais. Et là, on se parle de l'implication, on se parle d'une force et de ressources humaines qui font corps avec l'état d'esprit et le projet de celui qui les a portés et qui les embauche en l'occurrence. Et c'est la grosse différence depuis 2 ans en fait, et c'est ça qui a complètement changé. On a eu toute une première génération de personnes qui ont participé à faire ce que c'est devenu aujourd'hui, mais où moi, un peu, l'organisation que je voulais mettre en place, j'avais du mal à le faire. J'étais un peu toujours moins en adaptation finalement. Ouais. Et il y a ça, il y a aussi toi certainement qui a dû affiner un petit peu ta vision, ton regard, ta manière d'être en tant que patron pour petit à petit aussi. Moi, ça a été un choc culturel de ouf pour moi, parce que je viens d'un truc super rigide intellectuellement et devoir composer avec un environnement comment dire un peu à la wesh quoi. C'était vraiment tout compliqué. Peut t'exploser entre les mains 10 fois par jour. Pour moi c'est choc culturel complet quoi. Ouais. Oui, donc il y a dû avoir ce temps aussi qui fait que petit à petit t'as dû mettre du temps à habiter ta place. Mais du coup je suis allé dans l'extrême inverse, tu vois. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait je me suis suradapté à ça et aujourd'hui je suis revenu plus vers plus structuré. Ouais, voilà, je suis revenu vers mon ambition initiale et je le vis beaucoup mieux parce qu'en fait tu sais c'est un peu comme tu le retrouves dans le milieu agricole, tu le retrouves dans l'artisanat, tu le retrouves dans tout en fait. Je veux dire, un artisan qui maîtrise son art, c'est quand même quelqu'un qui est qui a les pieds sur terre, qui est organisé, qui est structuré. Qui est organisé, qui est structuré. Je veux dire, quand tu vas dans le monde agricole, les gens qui font les trucs un peu, c'est de l'agriculture de subsistance. C'est là où c'est pas en ce moment où je me dis il faudrait filmer quand tu fais comme ça avec tes mains pour comprendre que les mecs font des trucs un peu. Il y a un moment, si tu veux créer des modèles alternatifs qui fonctionnent, faut quand même le faire de manière sérieuse. Tu peux pas le faire c'est ce que je te disais tout à l'heure. Ouais, le discours ça suffit pas. Il faut que ce soit organisé, structuré, il faut qu'il y ait quand même. Donc toi t'es passé par ce truc où t'es arrivé. Souvent en fait t'as un truc où t'as des gens qui adhèrent aux valeurs, mais qui appréhendent l'organisation comme quelque chose de contraignant, déshumanisant, voilà. Mais en fait, sans ça, pour moi l'organisation c'est quelque chose qui libère au contraire, qui doit se mettre au service de tout ce que tu veux promouvoir. Il y a tout un tas de tâches en fait. Qui sont pas hyper intéressantes et si on les organise pas, on peut pas se libérer du temps pour faire les trucs les plus passionnants quoi. Et on est tout le temps en train de revenir dessus. Et moi j'ai passé les 5 premières années à revenir sur ces trucs qui sont pas très intéressants. Et alors qu'aujourd'hui on avance beaucoup plus et on affine le système parce qu'on a le temps de se concentrer sur des choses plus essentielles pour le faire avancer quoi. On va rentrer dans votre modèle de fonctionnement, mais juste puisque tu parlais de ces équipes qui t'ont aidé justement et qui aujourd'hui créent une vraie symbiose entre ta vision justement et ce que vivent les gens à table. Cette équipe charnière justement, c'est quoi la bonne manière selon toi de faire corps avec les gens que tu emploies, ou en tout cas de faire en sorte que les gens que tu emploies s'impliquent, comme tu dis, concrètement à défendre ta vision, ton projet, y adhèrent finalement? C'est là où on n'est pas toujours très bon. C'est qu'il faut prendre le temps de les accueillir, faut prendre le temps de rendre les choses aussi concrètes pour eux. Et, moi je vois ce qui crée un avant et un après, c'est quand on arrive à emmener les gens sur le terrain. Parce qu'en fait sinon ça reste relativement abstrait ce qu'on fait, tu vois. Et tout l'engagement qu'il y a derrière. Un produit, un producteur, une productrice, si tu veux, tout Paris dit ça, donc en fait c'est pas. Voilà. Si tu l'as rencontré, c'est très différent. En revanche, si t'es allé lui serrer la main et voir ses. Voilà. Et ça change tout. Mais en fait, c'est pas la même chose d'organiser ça quand t'es 10 que quand t'es 50. Et ça fait partie des sujets sur lesquels on travaille pour réussir à systématiser ça, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas capable de le faire assez. Moi, entre-temps, j'ai eu des enfants aussi, donc c'est plus compliqué pour moi de tourner fréquemment. Autre staff. Quoi ? Autre staff. Ouais.
Et donc c'est aussi moi qui ai quasiment toujours fait ça, c'est aussi de déléguer ça aussi. Je suis pas le seul on a Armand, je te disais, qui gère la logistique chez nous, et puis qui lui commence à prendre ça en main. Arthur aussi, qui est un peu mon binôme. Voilà, je suis pas le seul maintenant à aller sur le terrain parce que je peux pas faire que ça, tu vois. Et... Combien on dénombre d'adresses pour que les gens se rendent compte? Donc on a une épicerie, on a un comptoir. Ouais. On a les Résistants qui est un bistrot, et puis on a ici qui est une table un peu plus gastronomique, les Résistants la table. Rue de la Fidélité, voilà. En l'occurrence. Ça représente combien de personnes? 50. 50. 50 au global. Ouais. Combien de gens sur ces 50 travaillent en dehors des équipes de salle et de cuisine, des équipes d'opération quotidienne? On est deux. Alors, jusqu'à septembre, on était 2. Arthur et moi. Après, il y a Kylian et Magali qui nous ont rejoints en apprentissage. Et depuis quelques semaines, il y a Armand qui est complètement détaché sur tout ce qui est logistique et achat. Et Alexandre qui vient nous rejoindre pour l'épauler, quoi. Donc maintenant, on est 6. D'accord. Mais maintenant, on est un peu plus. Je pense qu'on est 53 ou 54. Ouais. Ok. Et donc, ces gens qui sont détachés gèrent de manière transversale tous les lieux? Ouais. Quand on parle de logistique, par exemple, et d'approvisionnement, j'imagine qu'il y a des synergies entre tables, restaurants, comptoirs et épiceries. Tout est commun, ouais. Ok, donc là, j'imagine que pour le coup, les process sont un peu plus simplifiés, que tu dois pouvoir tu dois limiter les frottements dont tu parlais justement et améliorer les choses. Enfin, comment vous procédez quand tu parlais tout à l'heure des maraîchers avec qui tu travailles, des gens qui te fournissent, je sais pas moi, de la viande, des choses comme ça. Comment ça marche? Vous les connaissez? Est-ce que vous continuez à recruter, entre guillemets, toujours. des fournisseurs? Et comment vous vous approvisionnez, du coup? C'est quoi le modèle? Est-ce qu'il y a un modèle particulier? Est-ce que vous allez les chercher? Est-ce que vous vous faites livrer? Non, on se fait livrer, et puis on décourage au maximum les gens de nous livrer, quoi, parce que c'est beaucoup de temps passé pour pas beaucoup de plaisir. Ouais. Tu veux dire les producteurs, tu leur dis restez chez vous. Ouais. Nous, on vient et on est très content de vous voir et d'aller vous rencontrer. Il y a des transporteurs. Moi, je préfère qu'ils viennent une fois de temps en temps et puis qu'on mange un morceau et qu'on boive un coup et qu'on ait le temps de discuter, ou que nous on vienne et tout, plutôt que de venir de jeter les cagettes parce que t'es stressé, parce qu'il y a du trafic et machin. Bon, après, il se trouve que la logistique en France est organisée d'une telle façon que c'est plus difficile de recevoir des légumes du 77 que des Pyrénées-Orientales, tu vois. Ah ouais. Parce que les réseaux logistiques sont hyper centralisés sur un GIS. Donc nous, c'est simple. Donc nous, les produits viennent de partout en France. Donc ça, c'est un élément qui est important, parce que souvent on nous catégorise comme local. Nous, on n'est pas du tout dans le local. Nous, les produits viennent des 4 coins de la France. Ce qui nous intéresse plus que le local, c'est les systèmes agricoles. Donc nous, on est très précis sur le type de système avec lesquels on veut travailler, et des thèmes à l'intérieur de ces systèmes qui sont importants pour nous, comme les races locales, comme les semences paysannes, comme les blés de pays, comme les abeilles noires, comme tout un tas de sujets. Et donc, partout en France, tu as des petits pôles logistiques, que ce soit à Lannion, que ce soit à Valence ou à Beaune ou à Avignon, à Bastia, Perpignan, et donc de tous ces endroits, soit les transporteurs viennent directement chercher aux fermes, soit il y a une agrégation chez des transporteurs ou et ça, c'est vous qui l'avez organisé quand tu parles de ces villes, c'est-à-dire que mais il n'y a pas un entrepôt résistant à Beaune, un entrepôt résistant à Bastia. Non, c'est chez les transporteurs. C'est chez les transporteurs, et t'as organisé une sorte de petit maillage. Exactement. Avec des centres névralgiques un petit peu partout sur le territoire. Ouais. Et autour de ça, mais les producteurs qui sont, je dis n'importe quoi, on parle de la Corse par exemple, ou des gens qui sont autour d'Avignon, c'est vous qui êtes allés quand même les spotter tous. Nous, on est allés tous, et tout le monde va voir. Et après, vous dites, en fait, toi, tu peux amener tes oranges à tel endroit, on a débrouillé, on a trouvé quelque chose. Pour chacun des 150 producteurs, chacun a sa route logistique, quoi. Tu parlais des valeurs, justement, des sujets par lesquels, justement, il faut passer, entre guillemets, pour avoir une sorte de label résistant, finalement. J'exagère, mais tu vois, il faut que tes producteurs, ils soient raccords avec ce que tu as envie de défendre. Ouais. Est-ce que tu as une liste de choses très claires sur lesquelles tu ne transiges pas? Est-ce qu'elle évolue, cette liste? Tu vois, tu parlais d'abeilles noires, par exemple, donc j'imagine. Oui, mais est-ce que quand tu fais rentrer un critère ou un sujet d'importance, tu l'inscris, tu dis, ça maintenant, ça fera aussi partie du jeu? Comment ça marche?
Ouais, alors j'ai fait ça au tout début, sur le site. D'ailleurs, t'as une petite présentation avec par métier un peu les grands critères. C'est une sorte de petit manifeste finalement. Ouais, voilà. Après, quel nôtre, hein. Moi, j'ai pas oui, si tu veux, c'est des choix qu'on fait. Certains diront que c'est trop restrictif. Tu prends le sujet des semences paysannes ou des races locales, les gens vont dire bon, c'est très bien d'avoir de la charolaise. Bon, très bien. Hein. Sauf que nous, on a envie de défendre ce thème parce que pour nous, il est important et pour nous, c'est important que toutes les vaches laitières de France soient pas des Primolstein. Voilà. Après, tu peux faire des trucs très bien avec des Primolstein, hein, mais nous, en tout cas, c'est pas ce qu'on a envie de défendre. Et généralement, si tu prends ce thème-là, la race, elle de vache laitière, elle va aller avec un système intensif, herbagé, en bio, en conventionnel, et enfin voilà, ça a tout un tas d'implications qui font que nous on préfère trouver des gens qui sont en Bretagne avec des bretonnes pinoires en bio sur des systèmes herbagés et qui font la transfo sur place, qui sont en GEC et qui arrivent à vivre de leur métier tout en ayant une vie à côté, plutôt que d'avoir des gens qui ont double de surface, qu'avec des Primolstein, gavés de maïs, qui crèvent au bout de 4 ans. Et qui eux-mêmes sont surendettés, qui peuvent faire. Tu vois, enfin je caricature, hein, je donne deux exemples un peu, voilà, mais une ferme qui pourrait très bien être aux portes de Paris. Ouais. Ça m'intéresse pas. Et puis écologiquement, je préfère faire venir un transporteur toutes les semaines pour m'amener ces produits-là. Je pense que on a eu des résultats d'impact carbone là-dessus. Via l'association Slow Food qui avait fait une étude avec nous. Il y a pas photo, le transport ça a aucune implication en termes d'impact carbone versus le système agricole. Ouais. Oui, c'est pas le sujet. Nous, quand tu bosses, quand tu achètes du bœuf, des bœufs bretons pinoirs sur des systèmes comme ça, on s'est démontré aujourd'hui que c'est des bœufs qui sont positifs en carbone. Ah ouais. Donc ça n'a rien à voir avec de la viande, de la blonde aquitaine gorgée de maïs en conventionnel. Je veux dire, ça n'a strictement rien à voir, quoi. C'est intéressant. On arrive à la fin de cette histoire quand même, et t'es en train de nous dire finalement que on peut défendre des valeurs. Là, on s'est parlé de ressources humaines, on se parle d'environnement, on se parle de responsabilité par rapport aux producteurs. Évidemment, le rapport aux produits, à la santé. Enfin, tu coches quand même beaucoup de cases qui sont de l'ordre de la vertu. Hein. On est sur un truc assez vertueux globalement quand même, et ça se passe bien parce que moi je suis venu souvent déjeuner ici. C'est un endroit que j'ai jamais vu vide en l'occurrence, ni le midi ni le soir. Économiquement, voilà, on est sur, tu le disais, une équipe qui dépasse les 50 personnes. C'est possible en fait. Donc si c'est possible, c'est quoi? Après, si tu veux, moi je veux surtout pas passer pour perdre la vertu, tu vois. Je pense pas être un homme meilleur qu'un autre. C'est moi qui résume comme ça. Tu vois, je fais attention parce que bien sûr, non mais t'as raison. Les gens vont se dire, le gars il se prend pour Zoro, c'est pas du tout ma perspective. Non, les gens qui t'ont écouté là sauront que c'est pas le cas. Y a pas de. Tu vois, c'est ce que je te disais à un moment, c'est qu'on a créé un petit système qui est le nôtre. Ouais. Tu vois il pourrait se dupliquer. Il y a des gens qui pourraient se dire tiens, si eux y arrivent, c'est pas con, et pourquoi on ne ferait pas tous comme ça finalement? Moi parfois je me dis mais pourquoi on n'est pas tous engagés du côté des producteurs, du côté des produits, du côté de l'environnement? Déjà tout le monde pourrait le faire à sa manière en fait, tu vois, ça pourrait être un peu différent de nous. T'es pas obligé de le faire. Nous il se trouve on veut le faire sur absolument tout, mais t'es pas obligé de le faire. Enfin, il y a un moment, si tu veux créer ton petit restaurant avec 20 couverts, faire ce qu'on fait, c'est pas possible. Donc il faut trouver des alternatives, et par ailleurs pour qu'il y ait plus de volume économique, tu veux dire? Oui, tu peux pas, enfin tu vois, je veux dire, tu vas pas faire venir une carcasse de bœuf quand tu fais 20 couverts, ça fonctionne pas. Par contre, on pourrait essayer de travailler un peu plus en collectif et de trouver des solutions ensemble. Moi, il se trouve qu'il y a quelques années, j'avais essayé d'agréger plusieurs restaurateurs parisiens. Oui, c'est ça, mutualiser des restaurants, mutualiser des trucs. Bon, je pars ici, on a un métier qui a quand même qui est pas très syndiqué, on sait pourquoi. Parce qu'en fait, on a du mal à travailler collectivement, quoi, globalement. Contrairement à une partie du monde paysan. Et c'est dommage, mais c'est une des solutions. Parce que les paysans, ils sont au bord du précipice, et depuis longtemps. Donc la notion quelque part de solidarité, de nécessaire communion parfois, c'est la sauvegarde aussi de certaines filières, ce qui passe par là. Les restaurateurs, je pense qu'il y en a beaucoup qui pensent qu'ils peuvent s'en sortir sans avoir besoin du voisin. Je pense que c'est culturel aussi. Je pense qu'il y a quand même
il y a tout un tas de corporatismes qui ont réussi quand même à bosser collectivement et je pense que c'est pas lié qu'au fait qu'ils soient dans la merde, parce qu'il y a plein de gens qui sont pas dans la merde dans le monde agricole et qui arrivent quand même à s'organiser collectivement et c'est plus culturel, c'est plus et puis t'as des filières qui fonctionnent super bien, hein, tu vois, je sais pas, tu prends le comté, tu prends la clémentine de Corse, tu prends des trucs comme ça, c'est quand même des exemples où les gens ont réussi à se réunir, à dire bah en fait le prix ça va être le nôtre. Et puis vous allez si vous voulez pas vous allez acheter ailleurs et qu'on réussit à imposer des trucs, donc c'est possible de le faire. Nous en restauration on est un peu tous dans notre petit commerce à essayer de faire fonctionner ça de notre côté, donc nous on essaie là de créer une solution pour faire en sorte que ce réseau soit accessible à d'autres, tout en jouant pas du tout le rôle de grossiste, tu vois. On essaie de trouver une solution de recréer des filières avec des restaurateurs parisiens, mais la condition sine qua non de ça, c'est que les gens le fassent de manière totale. C'est-à-dire que aujourd'hui, le système de grossiste avec les produits qu'on fait, il fonctionne mal parce que les produits, déjà le produit de base est quand même relativement cher et c'est normal parce que derrière il y a de la qualité. Et donc aller te mettre une marge de 30, 40, 50% là-dessus, en fait ça passe pas, sauf pour des restaurants étoilés, des palaces et tout. Donc si tu veux démocratiser ça, je parle vraiment de restauration commerciale. Il faut trouver un système donc il faut plus de volume. Il faut trouver un système où l'agent qui est entre le producteur et le restaurateur prenne la marge la plus petite possible pour organiser tout ça. Mais il y a un truc qui est contradictoire parce que ça veut dire que si celui-là doit vivre, si l'intermédiaire doit vivre, justement, si vous, quelque part, vous voulez aussi servir à d'autres, par votre modèle, par votre réseau, par vos... La condition sine qua non, c'est que le restaurateur, il picore pas. Il achète tout. Dans parce ce que système. Sinon, vous pouvez pas livrer des tonnes et des tonnes de choses puisque vos producteurs ont pas des tonnes et des tonnes de produits. Non, et puis t'as un engagement, tu peux pas, je veux dire, ces fermes-là, si tu t'engages à travailler avec eux, tu t'engages pas à acheter une cagette de carottes quand t'as le temps. Tu t'engages à acheter des volumes qui sont significatifs. L'un des principaux problèmes de tout développer, c'est-à-dire qu'il y a un restaurateur qui dit OK, moi je veux faire appel à vous entre guillemets demain comme intermédiaire, je veux profiter de votre expérience, de votre réseau, et vous lui dites OK, donc du coup tu vas prendre mes oranges, mais tu vas aussi prendre les carottes, le machin, le truc. T'as pas d'autre solution. Sinon t'es obligé de porter le stock, t'es obligé de mettre ouvrir en des place restos sans moyens. les avoir, c'est ça que ça veut dire presque. Sans le staff et les produits. Moi en fait ce qui m'intéresse, c'est de faire en sorte que la restauration commerciale soit un moyen de tirer la transition agroécologique et alimentaire, c'est tout. Et en fait on peut le tirer par la demande en disant s'il y a beaucoup de restaurateurs qui s'agrègent autour de ça, on est capable derrière d'avoir de la demande pour déjà tout le socle d'agriculture paysanne qui existe, et demain de pouvoir installer des gens, parce qu'on dira à des gens qui veulent s'installer sur ces systèmes, regarde, il y a une demande qui excède l'offre. Et le monde agricole, ça a toujours fonctionné comme ça. Si on arrive à créer une demande qui est supérieure à l'offre, des gens vont s'installer. Et tu parles de gens sur les terrains, de producteurs, pour que les gens comprennent. Ça va à force. Si on leur dit, il y a des restaurateurs qui nous suivent et qui nous demandent des producteurs, les gars. Donc voilà, on va tenter d'expérimenter ça dans les mois qui viennent avec un ou deux restaurants qui nous ont qui voudraient en fait vous remettre les clés en disant on va vous laisser, vous allez faire nos stocks quasiment c'est ça quoi. Ouais, voilà, en tout cas on va passer par vous pour tout acheter. Nous c'est vraiment ça. En tout cas, cette structure intermédiaire, elle a pas un but lucratif. Vraiment, le but c'est parce qu'on a tout un tas de discussions avec des filières, différentes filières agricoles, et on se rend bien compte que c'est compliqué de s'organiser pour faire en sorte de structurer l'amont et l'aval. Et on va essayer de voir si on peut pas trouver. Si ça se trouve, on n'y arrivera pas. Mais en tout cas, s'il y a des restaurants qui veulent participer au projet, c'est ce qu'on va essayer c'est ce qu'on va tenter. Après, je suis pas sûr que ça marche, mais en tout cas, on va le tenter, quoi. Pensez un business pour finir par vouloir mettre un service au profit d'un collectif, d'autres diraient des concurrents. C'est bien la preuve que Florent et ses camarades ont une idée qui dépasse les murs, la caisse et les comptoirs de ces adresses de résistants. Dans leurs yeux, il y a des champs, et je peux vous dire que c'est pas pour faire des phrases. Allez goûter et revenez me dire ce que vous en avez pensé.
Il me l'a dit en fin d'entretien, en ce moment, il développe un lieu en Bretagne, dans le Morbihan, à Pleumeur exactement. 5 hectares pour y faire main dans la main avec des producteurs, du maraîchage, de l'élevage, de l'arboriculture, avec un resto au milieu, une table pour qu'économiquement, on puisse travailler, avancer pour qu'on puisse par exemple réhabiliter des espaces naturels. Car c'est ça qui anime finalement les résistants et c'est ainsi qu'ils se saisissent du restaurant. Ils font de l'assiette et de la table le véhicule de ces convictions. Par leurs adresses, ils œuvrent sans le dire forcément pour améliorer un environnement de travail, de production, un environnement naturel évidemment. Les résistants, c'est finalement Florent et ses équipes qui se prennent la tête silencieusement pour faire différemment, envisager l'avenir respectueusement, pendant que nous, on se régale de leur cuisine joyeusement, on va pas se mentir. Merci donc Florent, et vive la résistance, vive les résistants, nous gourmets, gourmands, et j'en suis sûr, celles et ceux qui croisent ta route dans le monde paysan te remercient grandement. Merci à vous, chers auditeurs, chères auditrices, d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, notez ce podcast si vous ne l'avez pas déjà fait, mettez 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, si on les mérite selon vous. C'est la meilleure manière en tout cas de soutenir notre travail dont le propos est assez simple. Comme Florent, qui lui soutient le monde paysan, nous on éclaire, on valorise, on fait entendre celles et ceux qui font vibrer notre gastronomie. Allez, je vous donne rendez-vous lundi pour un nouvel épisode de Chef. Vous allez découvrir l'histoire hors du commun d'un chef pâtissier, un parcours véritablement incroyable. Allez, je me tais, j'arrête pas de parler là. Prenez soin de vous, cuisinez, c'est le week-end, faites le marché et parlez à vos proches de votre podcast préféré. Salut!